diminué d'une façon très significative. Donc, il faut des fois faire gaffe à quelques chiffres qu'on entend comme ça. Pas des fois, tout le temps? Oui, tout le temps. Oui, mais sauf Donc que... ces chiffres-là sont faux. Mais est-ce qu'on a d'autres chiffres? Parce que ça, ce sont des chiffres officiels qui sont diffusés par les Nations Unies. Oui, oui, mais bon, il faut peut-être faire des recherches par rapport à la source là, des alliances médiatiques, des lobbying que Chavez a très très bien fait. Et donc voilà, juste pour diffuser des chiffres que bon, ça l'arrange, mais je pense que la réalité au Venezuela, elle est vraiment très loin de ces chiffres-là. La criminalité, 140 000 homicides en 14 ans. Je ne sais pas, ça montre vraiment s'il a eu de la réduction de la pauvreté, il n'a pas eu... les résultats, c'est pas autant d'homicides, non, c'est une occasion qui c'est qui une ne va société violente, c'est une société pauvre. Le résultat de 14 années de pouvoir, c'est ce que vous dites, Ouais. ne sont pas aussi bons que ça. Et pourtant, lorsque l'on regarde ces images, lorsque l'on voit les réactions qu'on a entendues depuis hier soir, on a l'impression que c'était quelqu'un qui était extrêmement populaire. Pourquoi ? Oui, enfin, faut se méfier. Ou l'était-il déjà? Alors voilà, on va commencer avec cette question-là. L'était-il vraiment? Vous me parlez des images, vous nous parlez des images assez impressionnantes en effet de la population vénézuélienne autour du cercueil de Chavez. Il faut faire attention, on a vu d'autres images il y a peu de temps, rappelez-vous, Kim Jong-il mort, et le 6 mars 53, il y a donc exactement 60 ans, le jour de la mort de Staline, il y avait beaucoup de désespoir aussi en Union soviétique, donc il faut faire attention. Cela dit, vous avez insisté dans le premier échange avec monsieur sur quelque chose d'important, c'est-à-dire en effet la question de la pauvreté diminuée ou pas. Alors bon, moi je ne sais pas ce qu'il faut dire des chiffres, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit de toute une, de toute une politique de la part de ce pouvoir. Il ne s'agit pas tant de remettre une économie sur des bases saines que d'utiliser les bénéfices qui sont tirés surtout de l'extraction du pétrole pour faire des cadeaux. Alors ça c'est un peu inquiétant, c'est-à-dire ça ne fait pas des citoyens, ça fait des clients. Et de ce point de vue-là, on pouvait être inquiet pour la démocratie au Venezuela. Alors, sauf erreur de ma part, Hugo Chavez a quand même été élu, réélu à plusieurs reprises. C'est quand même quelqu'un donc, si l'on peut dire, et même si ses électeurs sont, pour reprendre vos mots, en quelque sorte des clients qui restent populaires dans son pays, est-ce qu'il est aussi peu populaire que ce que l'on vient d'évoquer, ou est-ce qu'il est très populaire, comme le montrent ces images? Moi, je pense qu'il est populaire, parce que c'est quelqu'un qui ont façonné parler, vous savez, c'est un peu cirque pour les peuples, comme certains politiques de gauche ici en France. Et donc, il est vraiment bien aimé pour une partie du peuple. Disons, je pense que c'est pas vraiment la grosse majorité du peuple, mais vraiment quand même. Et la majorité, c'est... Il a réussi à se faire réélire quand même. Oui, voilà. Mais est-ce qu'on ne sait pas, en France, c'est la condition avec laquelle il s'est fait réélire. Parce qu'il a fait, en effet, il a offert des machines à laver aux gens, il a offert des appartements, il a utilisé tout l'argent de l'État pour se faire la publicité. Il a réduit le temps de présence dans des émissions télé à l'opposition. Donc, il a vraiment des conditions qui ne sont pas été très claires. Oui, donc, il faut savoir, pourquoi aller dans votre sens, que Capriles, l'opposant aux dernières élections, avait 8 fois, j'ai bien dit 8 fois moins de temps de parole que Hugo Chavez. Donc il faut faire quand même très attention. Je n'ai pas dit, j'étais un petit peu choqué, je n'ai pas dit que tous les électeurs vénézuéliens étaient des clients. Non, bien sûr. Je veux dire simplement, comme cela a été souligné, qu'il y a un certain nombre de cadeaux qui sont faits à une population pauvre pour rester, en effet, proche de ce pouvoir. Et il était extrêmement habile de ce point de vue-là. Sur le plan de la politique intérieure, le chiffre 1 est important. Comme tout bon populiste, il disait faire un avec le peuple s'exprimait à travers son leader, et je crois que ça a compté beaucoup. Sur le plan de la politique extérieure, vous évoquiez les amis Ahmadinejad, Bachar el-Assad. Ce ne sont pas les personnalités internationales les plus recommandables, dirons-nous. Alors là, c'est plutôt deux, c'est-à-dire il y a non pas des adversaires, mais il y a
des amis et des ennemis. Et il y a un ennemi, les États-Unis. Un ennemi principal, c'est en effet... Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe justement avec les États-Unis? Les États-Unis qui sont le premier client, le premier fournisseur du Venezuela, notamment grâce aux achats de pétrole et aux échanges qu'il y a, puisqu'il y a des raffineries sur le sol américain qui travaillent pour le Venezuela. Comment expliquer ce paradoxe? Chavez, qui, on se souvient lui par exemple à la tribune de l'ONU, parlait du diable en évoquant George Bush. Comment expliquer cette relation amour-haine avec les États-Unis? Moi, je pense que ça fait vraiment partie du personnage, ça fait vraiment partie de la petite pièce de théâtre qui nous jouait tous les jours. Il faut nommer des ennemis, il faut vraiment stigmatiser certains secteurs, certains pays. Je pense qu'il ne s'est même pas rendu compte que c'était Obama ça veut dire que la politique, elle a beaucoup changé. Donc c'est juste faire partie des divertissements pour les peuples. Nommer, voilà, être dans les médias, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'hypocrisie parce qu'on le critique, mais on continue à aller vendre du pétrole. Donc, en effet, c'est une contrariété bizarre. Et vous serez d'accord avec moi, c'est plutôt le signe justement d'un échec sur le plan économique de ne pas avoir pu développer le raffinage dans un pays qui en avait les moyens. Mais les entreprises qui pouvaient se charger du raffinage étaient un peu méfiantes. Les investissements au Venezuela ont beaucoup diminué. Par exemple, ils sont beaucoup moins nombreux qu'ils ne le sont en Colombie. Donc, à la fois, il y a cette manne pétrolière et en même temps, une sorte de stagnation quant au développement industriel à proprement parler et en particulier sur le plan du raffinage. Mais le monde politique extérieur, comme intérieur d'ailleurs, de Chavez, c'est un monde manichéen. Il y a l'ami et il y a l'ennemi. Et il ne peut pas y avoir de gens neutres. Il s'agit de triompher et d'éliminer l'ennemi. Vous avez entendu il y a quelques jours, le cancer lui-même n'était pas neutre. S'il y a du cancer, c'est que les États-Unis se sont chargés d'empoisonner le président. C'est incroyable, mais ça nous rappelle les vieilles accusations de l'Union soviétique à l'égard des États-Unis. C'était les Américains qui développaient le sida. C'était au début des années 80. C'est un peu has-been, mais ça a encore été utilisé par le pouvoir chaviste. Le problème ici, c'est que nous avons eu un militaire au pouvoir et qu'un militaire, forcément, il voit la réalité en tant qu'ennemi, stratégie, vainqueur, guerre. Donc c'est vraiment une façon d'agir et de guider la société qui n'est vraiment pas la plus positive. Est-ce que Hugo Chavez a fait quelque chose de bien ces dernières 14 années au Venezuela? Parce que quand on vous entend ce soir, on a du mal à voir le bon dans Chavez. Et c'est en contradiction, encore une fois, avec ce que l'on voit, ce que l'on entend depuis plusieurs mois, plusieurs années sur la supposée popularité. Je ne peux pas nier qu'il a fait des choses bien. Okay? Simplement, ce que je dis, c'est que les investissements qui ont été réalisés au Venezuela, c'est des investissements pas durables. C'était vraiment des cartons-pâtes. C'était des petits centres médicaux remplis de médecins cubains qui sont vraiment pas la formation pour soigner les gens. Okay? Mais nous avons un pays qui est capable vraiment de construire le meilleur hôpital de la planète et pas juste un petit centre médical. Donc tous les investissements qui ont été faits, c'est juste des investissements qui vont dans votre sens. De la poudre aux yeux, en quelque sorte. C'est de la poudre aux yeux. Vous avez dit la vérité. Moi, je crois qu'il a rendu ou donné en partie à la population vénézuélienne la fierté d'être ce qu'elle est. Mais il en a joué de cela, n'est-ce pas? Il l'a utilisé pour asseoir son pouvoir personnel. C'était un homme qui était en prise directe avec la population et qui a su la flatter. Rapidement, l'avenir du Venezuela sans Hugo Chavez, ça va ressembler à quoi, Carlos? Écoutez, l'avenir du Venezuela va se jouer avec des élections propres, manuelles, avec des observateurs internationaux. Ceux qui ne suivent pas ces schémas, ça sera truqué.
ça sera truqué. Il a des hypothèses, il a des rumeurs qui sont assez sérieuses, qui disent que Chavez il était déjà mort et que toutes ces périodes-là d'attente, de fausses attentes, c'était juste pour organiser une sorte de plan pour remporter à nouveau les élections. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est dans un mois que ça se joue, avec ce reste d'inquiétude en ce qui me concerne. C'est-à-dire que dans un mois, est-ce que l'émotion sera retombée? Si elle n'est pas retombée, les résultats des élections seront un peu justes. Par contre, on peut s'interroger sur l'avenir de Cuba. Ça, c'est intéressant, parce que grâce aux dons de pétrole, Cuba tenait économiquement. Si l'opposition l'emporte, quid de Cuba? Je ne le sais pas. Et ce sera à suivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Merci Carlos Garcia d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à Pierre Rigolo pour vos explications. BFM Story, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve demain, 18h. Dans un instant, Ruth Elkrieff, elle reçoit Michel Sapin. Pour tout savoir du temps, regardez la météo avec Peugeot Hybride 4. Le temps est très perturbé dans le sud de la France avec des vigilances, une en orange pour crues et inondations sur l'Aude et une autre en rouge. Il s'agit des Pyrénées-Orientales car les cours d'eau ont beaucoup réagi aux pluies sur ces départements. On retrouve donc une hauteur d'eau vraiment qui dépasse tous les records sur la Glie. Elle a multiplié son volume par 4 en l'espace de 24 heures avec une hauteur d'eau en ce moment à 7,60 m. Alors on va regarder des images. Vous êtes nombreux d'ailleurs à nous envoyer vos images. Ici, on le voit bien, le débit est très fort et par endroits sur les berges de la Glie, les voies de circulation se retrouvent même sous l'eau. On retrouve même des routes complètement immergées. Alors, on va retrouver la carte pour demain car ça va quand même s'améliorer. La décrue va pouvoir s'amorcer avec une amélioration prévue dans la nuit. D'abord sur le golfe du Lion avec beaucoup moins de précipitations. Ce sera encore assez marqué entre la Provence, la Côte d'Azur et la Corse et partout ailleurs en France. Un temps nuageux, mais des pluies très faibles. On retrouvera quelques éclaircies seulement sur le piémont pyrénéen, mais juste le temps de la matinée, car l'après-midi, les pluies vont ici progresser. De la neige à très haute altitude, à partir de 2000 mètres sur les Pyrénées et les Alpes du Nord. Et vous le voyez, beaucoup moins de pluie qu'en matinée, cette fois-ci, sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Beaucoup moins de pluie, mais aussi beaucoup moins de vent. Les températures, ça ne bouge pas. Elles seront toujours très douces. Les 10 degrés dépassés, même le matin, sur les régions les plus au sud. 11 degrés par exemple à Ajaccio et l'après-midi un ressenti toujours printanier avec 13 pour la capitale jusqu'à 20 degrés dans le sud-ouest. C'était la météo avec Peugeot Hybride 4. On réveille dans l'actualité ce matin évidemment l'ultime. Chaque matin. C'est-à-dire qu'il vit dans un autre monde, il vit dans le... Comme 2,5 millions de Français, L'un d'entre eux vient d'être sauvé. de 6h à 8h30, rejoignez Première Édition. Et de 8h30 à 9h, Bourdin Direct. Les syndicats de la SNCF et d'Air France mettent le gouvernement sous pression. Merci d'être avec nous tous les matins. Quasiment 1 million pour Hollande. Ce matin, Carole, il est tout nu. C'est gai ça encore. Au sujet de la crise de l'euro, il y a du scepticisme. Une alerte aux très fortes vagues. Je vous promets, ça va être très bien. Des questions commencent à être posées. Moi j'ai des réponses. On en débat tout simplement. Grand chose qui fasse peur. Elle a des arrière-pensées. BFM TV, première chaîne d'info de France. Réservez votre matériel de ski en ligne sur ski7.com. Ski7, c'est 800 magasins au pied des pistes, partout en montagne. Des M&M's au chocolat noir. Mais c'est quoi ce truc? Ce truc, c'est plus noir, plus intense, plus... Oh. Mais attends, moi aussi je suis intense. Depuis quand? M&M's intense, avec 65% de cacao et un goût moins sucré. Vraiment plus intense. Priorité au direct. Le top 10 des infos réactualisé en temps réel. Toute l'actualité traitée en profondeur. Articles, photos, vidéos. Plus de 10 000 vidéos d'infos en libre accès. Le live et replay quand vous le voulez, où que vous soyez. bfmtv.com, toute la puissance de BFM TV, disponible sur le web, mobile et tablette. Édition spéciale numéricable. Valérie, tout de suite le point sur la situation. Écoutez Valérie, c'est incroyable, il passe par la fibre. Et vous n'imaginez pas à quelle vitesse il télécharge. On parle de près de 200 mégas. Je suis en train d'assister à quelque chose d'exceptionnel. Ici, c'est le grand nettoyage. Il n'y a plus de fil et il n'y a plus qu'une seule box. Yeah.
Merci Valérie. Bah, ils ont même pas parlé du picture-in-picture. Rien sur l'enregistrement de 2 programmes HD en simultané. Et YouTube alors? Bah, appelez le 1055. En ce moment, avec la box fibre, une tablette à 1 € à partir du pack Power. Appelez le 1055. Aujourd'hui sur posterxxl.fr, des milliers d'idées pour vos photos. Découvrez la toile photo Poster XXL, votre tableau personnalisé avec votre plus belle photo. Une toile en lin sur cadre en bois naturel, maintenant pour seulement 9,99 €. Faites vous-même le plus beau des cadeaux sur posterxxl.fr. On nous attaque. Cherchez pour qui il travaille, puis éliminez-le. Avec plaisir. Possédez Skyfall, maintenant Blu-ray, DVD et coffret. C'est nouveau. Des yaourts Taïfin à base d'arômes naturels, dans une texture fondante. Taïfin fondant de Danone, votre nouveau petit plaisir léger. Découvrez-le vite. Chaque tasse de café peut laisser des taches sur vos dents. Le nouveau Freedom White contient des micro-cristaux et aide à enlever les taches. Freedom White pour des dents propres et blanches après chaque café. Un repas. Un café. Un Freedom. Bonsoir à tous, à la une ce soir. Premier accord de cette importance depuis 30 ans, c'est ce que dit Jean-Marc Ayrault de l'accord sur l'emploi adopté ce matin au Conseil des ministres. Pourtant, certains syndicats grondent, l'aile gauche du PS aussi, qui promet de nombreux amendements. Le texte sera-t-il modifié? N'est-il qu'une copie de l'accord compétitivité de Nicolas Sarkozy? Que changera-t-il vraiment? Je poserai toutes ces questions à mon invité à 19h10, Michel Sapin, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Nicolas Sarkozy, le retour. Nouvel épisode du feuilleton. L'ancien président estime dans Valeurs Actuelles qu'il sera peut-être de son devoir de revenir en politique. Pourquoi aujourd'hui? À qui adresse-t-il ce message? C'est le menu du face-à-face à 19h35 entre le politologue Roland Quérol et le publicitaire Jacques Séguéla. Dans le journal de Tiffany Oswald, un 4e mort français au Mali. C'est le président Hollande qui l'a annoncé ce soir. Et puis, nous irons bien sûr au Venezuela, Caracas. Le Venezuela en deuil après la mort d'Hugo Chavez. Son cercueil sera exposé jusqu'aux obsèques de vendredi. La météo, les Pyrénées-Orientales sont en vigilance rouge, crue et inondation. Demain matin, les pluies seront toujours marquées de la Provence à la Corse. Nuages et pluies faibles sur le reste du pays. Les températures de 3 degrés à Strasbourg à 11 à Biarritz. Bonsoir Tiffany. Bonsoir Ruth. On commence avec cette vigilance rouge dans les Pyrénées-Orientales. Le département est en alerte pour risque de crues et inondations, notamment pour le cours d'eau Agly. L'Aude reste aussi en vigilance orange pour le débordement de l'Orbieu. Par précaution, plusieurs centaines d'habitants ont été évacués dans les Pyrénées-Orientales, ce qui se situe à moins de 200 mètres de la rivière Agly. Le cours d'eau a plus que triplé son niveau habituel. Romain Zlatanovic. Sous le poids des vagues, le muret qui séparait la plage du village a littéralement explosé, ouvrant une brèche de 10 mètres. Ici, à Leucate, la mer s'est emparée des rues. On habite en front de mer, qu'est-ce que vous voulez de plus? Il y a une tempête là énorme, bon, ça arrive tous les 10 ans, et puis c'est tout. Jusqu'à 60 cm d'eau par endroit. Les campeurs de passage et les habitants inondés ont trouvé refuge dans le gymnase de ce village de l'Aude. Le département est en vigilance orange pour les crues, mais dans les Pyrénées-Orientales voisines, l'alerte est rouge. Sur ces images témoins, la ville de Sainte-Marie, ici aussi la mer a débordé et cette route est désormais couverte d'écume. Dans 7 autres communes du département, 500 personnes ont dû être évacuées à cause d'une rivière en crue, l'Agly. Mais la situation devrait s'améliorer dans la soirée. On est là, à l'heure où je vous parle, en raison de l'affaiblissement de ces précipitations, du changement de direction du vent, plutôt dans le sens de la décrue. Ce matin à Polestre, au sud de Perpignan, une automobiliste est morte noyée après avoir tenté de franchir, malgré l'interdiction, un passage au-dessus d'une autre rivière, elle aussi en crue. Une nouvelle avalanche meurtrière. 2 skieurs hors piste ont été emportés par une coulée de neige à Tignes, en Savoie. Les secouristes ont découvert les corps dans un ruisseau. Ils auraient fait une chute de plus de 300 mètres. Selon Météo France, le risque d'avalanche était marqué à cet endroit, 3 sur 5. Écoutez les précisions du directeur des pistes de Tignes. C'est une avalanche qui a eu lieu dans le secteur hors piste, dans le secteur du bois de l'Allée. Le
départ de l'avalanche s'est fait à 2100 mètres d'altitude environ. Et l'avalanche a dévalé 300 mètres de dénivelé pour aller s'arrêter dans une rivière en bas. Alors écoutez, pour nous, c'est certes un accident malheureux, mais qui ne remet pas en cause les dispositifs que nous avons sur la station. Nous en avons deux sortes. Un qui concerne les pistes balisées, qui est le déclenchement préventif, qui nous permet de prévenir donc justement le danger d'avalanche. Et pour ce qui concerne le hors-piste, nous avons une campagne de communication sur le domaine skiable qui est mise en place depuis des années à Tignes pour inciter les gens à se former et à s'équiper avant de sortir des pistes. Information qui est faite sous la